Et quelles sont les pertes que vous en avez subies? Alors, à titre personnel, les avantages que j'ai tirés, j'en ai eu, oui, je ne vais pas le cacher, j'en ai eu, mais ils sont indirects et involontaires, parce que j'ai la qualité ou le défaut, je ne sais pas comment on peut qualifier ça, d'être un peu naïf, en tout cas de ne pas être arriviste. Je ne me suis jamais servi de la franc-maçonnerie pour progresser dans ma carrière. Néanmoins, ça m'a servi. Je vous donnerai juste un exemple. À l'époque, je suis directeur de service dans une municipalité et je postule pour un autre emploi, un rang départemental, direction départementale. C'est pas rien, hein, je suis fonctionnaire. Hein. Et je reçois une réponse favorable. C'est exceptionnel. D'habitude, vous êtes contacté, on veut passer un entretien professionnel, voire parfois pseudo-psychologique avec quelqu'un de la DRH. Puis si vous êtes satisfaisant sur le plan on va dire de la mentalité et sur le plan de la qualité professionnelle, à ce moment-là, on peut vous embaucher et on va vous répondre oui. Là, j'ai été embauché sans avoir le moindre entretien. Je reçois un courrier, vous êtes très beau, vous êtes très bon, on vous prend. Alors c'était dans un département d'outre-mer, j'étais ravi évidemment. J'avais envoyé par courrier mes exigences salariales et autres. Et là, lorsque j'arrive, je suis reçu par le président de l'organisme qui me dit « Bonjour, entrez ». Il me tend la main, il me fait le signe maçonnique, et là il passe du vouvoiement au tutoiement, il me dit « Assieds-toi ». Évidemment, il me fait un signe maçonnique. Ah, je lui dis « Bonjour, tu es dans quelle loge ?» Imaginez-vous cette scène, vous êtes embauché par un président qui est également vice-président d'un département, et il vous dit bonjour, je vous en prie, entrez, jusque-là tout est fait normal, il vous fait un signe maçonnique, il vous dit assieds-toi. Et là vous lui dites, vous le tutoyez d'entrée, vous ne connaissez pas. Et en fait, pourquoi j'ai été embauché comme ça? Parce qu'à l'époque, j'avais une signature maçonnique. Et donc cet homme-là était membre du Grand Orient, c'était un dignitaire dans sa région, et probablement s'est-il renseigné quand même, hein, il a dû demander à quelques personnes qui ont dû se porter garante, et du coup, mon CV lui a plu, il s'est dit professionnellement il est bon, enfin je suppose qu'il avait pensé, et puis sinon il ne m'aurait pas embauché, et puis ensuite cette information, je peux lui faire confiance, et j'ai besoin d'un homme de confiance, et donc il m'a embauché. Voilà. Donc vous voyez, ça m'a servi sans que je le veuille. Alors imaginez-vous, lorsque vous faites jouer les réseaux. Donc, pour reprendre la première partie de la question, eh bien, ce que je vais vous dire là, contrairement à ce que je dis d'habitude, est basé uniquement sur mon expérience personnelle, ça n'a donc pas de valeur véritablement objective, sauf que 24 ans en franc-maçonnerie me permettent de dire que quand j'en parle, je sais un petit peu ce que je dis. Hein. J'ai été vénérable maître, j'ai été dans les hauts grades, donc je connais un petit peu le milieu, même si je suis loin de tout savoir. Hein. Eh bien, moi, j'ai déterminé 3 catégories de francs-maçons. Alors, bien sûr, les pourcentages que je vais vous donner sont plus ou moins importants en fonction des obédiences. J'y reviendrai. Vous avez à peu près 20% d'arrivistes purs, c'est-à-dire des gens qui veulent faire du réseau, réussir dans leur vie professionnelle ou politique, gagner de l'argent et avoir donc un réseau relationnel dans le domaine professionnel ou politique. Ensuite, vous avez à peu près 30 à 40% de personnes qui sont des descendants, moi j'appelle ça des descendants de Robespierre, désolé, des gens qui pensent qu'on n'a pas, pardonnez-moi mon père et mes sœurs, trucidé suffisamment de religieux pendant la Révolution française, voire d'autres révolutions. Aujourd'hui, la peine de mort étant abolie, ça les chagrine un peu, mais on peut les tuer d'une autre manière. Et donc ils se disent, on va lutter contre l'Église et on va rentrer en franc-maçonnerie pour ça, parce que c'est un des lieux privilégiés pour ce faire. Et puis après, il y a 40% à peu près de gens comme j'ai pu l'être, c'est-à-dire des gens qui sont un peu perdus dans leur vie spirituelle, qui n'ont plus l'habitude d'aller à l'église, qui n'osent pas s'adresser à un prêtre, et je crois que si j'avais parlé à un prêtre, je pense que je n'aurais pas fait ce chemin, mais sans doute le Seigneur a-t-il voulu que je le fasse. Hein. C'est pas un hasard tout ce qui m'est arrivé. Et donc ces 40% sont des gens qui cherchent des réponses à des inquiétudes existentielles. Voilà. Et pensent les trouver en franc-maçonnerie. Alors, après, il y a des loges qui sont plus arrivistes que d'autres. La GLNF, par exemple, la Grande Loge Nationale Française, est une loge qui est connue pour son aspect
j'allais dire un terme qui est un peu trivial, mais je vais dire affairistes. Voilà. Donc ce sont des gens qui mettent d'autres personnes en relation, qui cherchent à gagner de l'argent, à avoir du pouvoir. Ce sont des loges qui recrutent essentiellement dans le milieu professionnel privé. L'autre exemple, c'est le Grand Orient de France, le droit humain dans une moindre mesure, la Grande Loge de France également, qui va recruter plutôt pour la Grande Loge dans les professions libérales, mais le Grand Orient va recruter surtout dans le milieu des fonctionnaires, voire des hauts fonctionnaires, magistrats, policiers, des gens comme moi. Moi, je ne suis pas rentré au Grand Orient parce que j'ai rencontré quelqu'un du droit humain, mais on n'est pas loin d'avoir la même philosophie. Et là, ce sont des gens qui luttent pour, on va dire, une laïcité laïcarde. Voilà. Et pour faire en sorte que la foi que nous avons au fond du cœur, eh bien, on la garde bien cachée, surtout qu'on n'en parle pas, et que petit à petit, on arrive à apostasier. Voilà. Voilà à peu près les 3 catégories que j'ai identifiées, avec bien sûr des variantes de pourcentage qui sont ce qu'elles sont. Ça n'est pas statistique, je n'ai pas pu faire entrer l'INSEE en loge. Vous avez parlé de 40% de personnes qui recherchent quelque chose. On a parlé d'ésotérisme. Alors moi j'ai envie de savoir, mais quels sont le savoir justement de ces francs-maçons, quels sont leurs secrets? Alors là, éclairez-moi. Vous m'obligez à dévoiler un peu mon prochain livre. Bon, sur les livres, aujourd'hui, je vais vous annoncer une chose, j'ai travaillé énormément cette année, et le bon Dieu a voulu que j'écrive 2 livres différents. Donc celui sur le secret sortira en 2019, et en décembre 2014, le 4 décembre 2018, sortira un livre sur les manœuvres de la franc-maçonnerie pour instaurer l'euthanasie en France. Et je vais dédicacer au Salon des écrivains catholiques à Paris, mairie du 6e, si vous passez par Paris le samedi 1er, je vous accueillerai avec plaisir. Et je vous dédicacerai avec grand plaisir également le livre. Alors, bon, je vais dévoiler un petit peu le livre sur le secret. Bon, le secret a plusieurs natures. Première nature, le secret qui n'est pas communicable. Aujourd'hui, si je vous dis que j'ai la foi, et que vous me répondez moi aussi, on sait de quoi on parle, mais on a du mal à exprimer ce qu'on ressent de notre foi. Alors bien sûr, on va néanmoins y arriver. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'étais à l'adoration. Si je parle à quelqu'un de ce qu'il vit à l'adoration, il ne vivra peut-être pas les mêmes choses que moi, mais on va se retrouver sur un terrain commun. La franc-maçonnerie, c'est un petit peu ça, dans le secret. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment communicable, mais c'est encore pire. C'est-à-dire que chaque initiation est donnée pour être vraiment personnelle. Pourquoi? Parce que ce que je vis dans l'adoration, c'est pas moi qui le vis, c'est Dieu qui me le donne. Et donc, Dieu s'adresse à chacun d'entre nous. On va trouver donc, on va dire, un langage commun qui va nous permettre de dire, voilà ce que je vis, ce que Dieu me dit et ce que je trouve dans sa parole. On va arriver à l'exprimer tout ça. En franc-maçonnerie, c'est différent parce que le secret, en tout cas un des aspects du secret, provient du fait que la vérité est considérée comme étant à l'intérieur de chaque individu et que le symbolisme maçonnique est là pour lui permettre de se dévoiler à lui-même la nature de cet ésotérisme et de la signification de ces symboles maçonniques. Donc, fatalement, ce que moi je vais comprendre d'un symbole ne sera pas exactement la même chose que ce que va comprendre telle autre personne. Donc ça, c'est une partie du secret, l'aspect incommunicable. Ensuite, il y a le secret d'appartenance, dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a également le secret des objectifs de la franc-maçonnerie. Je peux vous dire tout de suite, je schématise, hein, je démontre dans mon prochain livre que ce secret, c'est la volonté de détruire l'Église, en tout cas les valeurs portées par l'Église, la doctrine portée par l'Église. Le jour où ces valeurs sont détruites, ils vont laisser les prêtres tranquilles, mais pour l'instant, ils continuent à lutter contre les prêtres, contre l'Église, c'est-à-dire contre les clercs et contre l'Église que nous sommes tous, en essayant de détruire les valeurs portées par l'Église. Je vous donne un exemple. Toutes les lois que je vais vous citer sont des lois, alors j'anticipe peut-être sur les questions, mais ce sont des lois maçonniques. Légalisation du divorce, de l'avortement, de la contraception, mariage pour tous, bientôt on va avoir droit à la GPA, à la PMA, et peut-être, j'espère que non, à l'euthanasie. Encore, la GPA, c'est rattrapable, c'est une vie, mais l'euthanasie, c'est définitif. Voilà. Donc ces lois sont maçonniques. Donc, on voit bien que la maçonnerie cherche à détruire la loi et la morale divine.
L'autre aspect, donc, il est politique, c'est la manière dont la franc-maçonnerie s'inscrit dans le mouvement politique depuis 300 ans, tout simplement. Voilà. Donc il y a plusieurs aspects. Et il y a un dernier aspect. Je n'ai pas la prétention dans ce livre, d'ailleurs je le dis, hein, je ne conclus pas dans ce livre, pour la première fois, je ne fais pas de conclusion, parce que ça serait prétentieux de le faire. Ça voudrait dire que j'ai tout compris au secret de la franc-maçonnerie, loin de là. Il y a un secret ésotérique, tout à l'heure je disais, le rituel maçonnique agit de manière magique sur l'esprit des personnes. Et ça, j'en ai des preuves. Voilà, donc je ne peux pas argumenter plus que ça, mais croyez-moi sur parole, faites-moi confiance, vous changez complètement quand vous êtes en franc-maçonnerie, et si vous n'avez pas l'intervention de la grâce divine, vous y restez. Parce que je vois régulièrement des francs-maçons qui viennent à mes conférences, et dont l'esprit est fermé. Et pourtant, ce sont des gens, souvent, qui sont intelligents, mais ils sont fermés au raisonnement logique. Je leur donne des éléments pour leur expliquer l'incompatibilité, et ils terminent tous par me dire « Oui, bon, en fait, ça c'est de la philosophie. » Alors je leur oppose un dernier argument. Je dis « Voilà, admettons que ce soit, par extension, comme on dit, du verbiage, que ce soit du philosophiage, voilà, hein, et que mon raisonnement soit complètement scabreux. Il y a quand même un point que vous ne pouvez pas nier. Lorsqu'on appartient à une instance qui vous interdit d'appartenir à une autre instance, vous ne pouvez pas appartenir à cette autre instance, sauf à vous détacher de la première. C'est clair. Et j'argumente en disant, si par exemple vous êtes à la GLNF, vous ne pouvez pas être au Grand Orient, parce que la GLNF va vous exclure. Et si le Grand Orient apprend que vous êtes à la GLNF, c'est le Grand Orient qui vous exclut. Vous êtes d'accord ou pas? Oui, tout à fait. Et là, il me dit, quand je dis ils, c'est au pluriel, ils me disent, oui, c'est vrai, vous avez raison. Et là, on voit l'influence magique de la franc-maçonnerie, parce qu'ils sont pris, alors, si vous connaissez des exercices, posez-leur la question, le démon empêche de raisonner clairement. Je peux vous dire. Hein. Eh bien, ils me répondent, vous avez raison, mais pour moi, c'est compatible. Pourquoi disent-ils pour moi? Parce qu'un des aspects du secret, c'est d'amener la personne à l'autonomie complète. C'est-à-dire, je fais mes propres lois, je distingue moi-même, non pas je distingue, mais je crée moi-même la notion de bien et de mal. Je suis un Dieu. Est-ce que votre famille connaissait votre appartenance à la franc-maçonnerie, ou est-ce que vous avez initié des membres de votre famille ou de votre entourage? Alors, généralement, la famille du franc-maçon sait que la personne, quand je dis la famille, c'est la famille proche, hein, c'est-à-dire au moins l'épouse pour un franc-maçon et l'époux pour une franc-maçonne, parce qu'il y a des loges féminines, strictement féminines, des loges mixtes et des loges masculines, strictement masculines. Donc le conjoint ou la conjointe sait que l'autre conjoint ou conjointe est franc-maçon, parce que tout simplement, je vais vous raconter une anecdote. Vous imaginez qu'avant d'avoir retrouvé la foi, je n'étais pas quelqu'un de très sérieux. Je ne sais pas si je le suis aujourd'hui. Hein. J'essaie de relativiser un petit peu l'aspect sérieux, je veux dire dans son aspect fermé. Hein. C'est-à-dire que j'aime bien l'humour. Mais j'étais donc quelqu'un non seulement pas sérieux, mais volage, très volage. J'étais dans l'hédonisme, mais ça c'est la doctrine maçonnique, hein. J'étais dans l'hédonisme complet. Et c'est là que je rencontre mon épouse et nous décidons de vivre ensemble. Elle savait évidemment qui j'étais, et un soir je lui dis, écoute, ce soir j'ai une réunion tard le soir. Oh, elle me dit, oh, c'est pas grave, elle pensait une réunion professionnelle. Ça fait rien, je t'attendrai pour manger. Je dis non, on ne m'attend pas parce que je vais rentrer vraiment très tard. Bon, écoute, même si tu rentres à 22h, je dis non, ce sera plutôt 1h du matin. Et là, elle change de tête, elle me dit, qu'est-ce que tu vas faire jusqu'à 1h du matin, c'est pas le bureau. Mais non, c'est pas le bureau, je ne sais pas quoi lui dire. Et là, je lui dis, voilà, je suis franc-maçon. Donc on est obligé d'avouer au conjoint qu'on est franc-maçon. Et il y en a même qui s'en servent, qui disent, ma chérie, ce soir j'ai une tenue, ou ma chérie, ce soir je vais visiter une autre loge. Il y a des gens comme ça qui sont régulièrement hors de chez eux jusqu'à 1h du matin, ce qui leur permet d'aller voir leur maîtresse, par exemple. J'ai des cas comme ça que j'ai connus, hein, c'est très pratique. J'en ai même certains que j'ai connus qui ont fait rentrer une femme qui était leur maîtresse au droit humain, de manière à dire voilà, je vais visiter au droit humain, mais après ils allaient se promener tous les deux, quoi, hein, après la tenue. Voilà, c'est très pratique pour les gens qui sont volages. Donc le conjoint le sait forcément qu'on est franc-maçon. Ce qui se passe par contre, c'est que le conjoint ne sait rien des secrets maçonniques. Voilà. Alors,
il y a des obédiences plus secrètes que d'autres. Hein. Au Grand Orient, c'est un peu plus souple. À la Grande Loge nationale française, il est clair que moi j'ai rencontré des personnes qui sont venues parfois à des dédicaces. Il y a des francs-maçons avec qui on peut parler quand même, hein. C'est pas des monstres. Hein. Il y en a qui m'ont menacé, mais d'autres sont venus me parler normalement, comme des êtres humains normalement constitués. Il y en a. Et donc, il y avait l'épouse à côté qui se plaignait, qui me disait, mais c'est terrible parce que je ne sais pas ce qu'il fait, je ne sais pas ce qu'il se dit, et il refuse de me le dire. Ces rituels, il les enferme à clé dans son bureau, je n'y ai pas accès. Et ça, alors bien sûr, dans un couple, il faut avoir un jardin secret, on ne peut pas tout dire. On a des pensées, tout simplement, parfois. Il n'y a qu'à son confesseur qu'on doit tout dire, hein, il n'y a qu'à Dieu qu'on doit tout dire. On peut se réserver le fait de penser qu'on a eu envie de manger du chocolat alors qu'on a promis à son mari qu'on va faire un régime, ou on peut se réserver la possibilité de dire, voilà, écoute ma chérie, j'étais faire du vélo, mais bon, je ne lui dis pas que j'étais fatigué, que finalement j'étais me balader avec le vélo à la main, quoi. Hein. On peut dire ces petits mensonges pas très graves, ça. Mais par contre, ne pas savoir quel rituel va vivre son mari, c'est compliqué. Si je suis marié avec quelqu'un qui n'est pas croyant, je l'emmène à l'église et elle voit très bien ce que je fais. Mais mariez-vous, enfin je ne vous le souhaite pas, avec un franc-maçon ou une franc-maçonne, vous ne rentrerez jamais dans le temple. Sauf, oui, il y a une fois par an, une journée, on appelle les sorties familiales, il y en a ici. Il y a une sortie familiale où le conjoint est invité, parfois avec les enfants, alors c'est une sorte de pique-nique. Évidemment, on ne parle pas de secret maçonnique, hein. Mais ça permet aux francs-maçons de dire au conjoint ou à la conjointe, voilà, vous voyez, nous sommes des gens tout à fait normaux, on ne fait pas de magie. Bon, si ça reste là, on ne sait pas du tout ce qui se passe en loge. Voilà, donc le conjoint est informé, mais je dirais de manière très, très anecdotique. Et la deuxième partie de la question, est-ce que vous avez initié des personnes? Eh bien, mon Dieu n'a pas voulu. Il a bien Et fait. pourtant, j'ai essayé. Je n'ai jamais. Alors, j'ai initié en tant que vénérable maître, bien sûr. Hein. C'est-à-dire que j'ai donné l'initiation parce que c'était mon rôle en tant que vénérable maître. Mais je dirais que le patient était déjà tout cuit. Il est arrivé en loge. J'avais plus qu'à lui faire les voyages initiatiques, l'épée flamboyante, je te crée, je te constitue franc-maçon, premier degré. Voilà. Donc là, j'y étais pour rien. Mais j'ai essayé de faire rentrer des gens qui avaient le profil d'ailleurs, et ça n'a jamais marché. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais enfin si, j'ai une idée. Hein. Je pense que le bon Dieu dit, bon voilà, je t'ai mis là-dedans pour que tu puisses témoigner un jour, mais on va arrêter les dégâts. Donc j'ai essayé une bonne demi-douzaine de fois des personnes, vraiment, je vous assure qu'elles avaient vraiment le profil, et elles n'étaient pas contre. Mais ça ne s'est pas fait. Voilà, ils ne sont jamais rentrés en franc-maçonnerie. Est-ce que vous pourriez nous expliquer des symboles maçonniques? Par exemple, on connaît tous la poignée de main. On sait qu'il y a des francs-maçons qui ont parfois un pins qui n'est reconnaissable que par d'autres francs-maçons. Est-ce que vous pourriez nous expliquer? Alors, ajouter d'autres. Il faut distinguer une chose. Les symboles, qui sont des symboles secrets, et les mots et signes secrets. Alors, je vais commencer par les mots et signes secrets, parce que c'est plus simple à développer. Les francs-maçons se reconnaissent par des, alors j'emploie la terminologie du rituel, signes, mots et attouchements. Alors, je vous dis par exemple, voilà, imaginons que là je sois dans une assemblée où je suppose qu'il y a quelques francs-maçons. Je ne suis pas en train de faire une conférence sur la franc-maçonnerie, sinon ça ne marche pas, hein. Mais je suis en train d'exposer quelque chose, je suis en difficulté, je veux savoir, je vais avoir un appui dans la salle. Je vais faire un signe, je vais faire par exemple ça. Voilà. C'est anodin, hein, c'est-à-dire que vous avez pensé que je me suis gratté, j'ai fait ça, j'ai mis ma main comme ça. S'il y a un franc-maçon dans la salle, il va dire, tiens, lui, peut-être il est, puis je vais continuer, je vais faire ça. Deuxième signe. Puis si je me lève, je range mon tabouret, je fais comme ça, je fais ça, et je reprends mon tabouret. Là, je vous ai fait 3 signes. Apprenti, compagnon, maître. Donc celui qui est dans la salle, ou celle qui est dans la salle, et qui est au moins au grade de maître, qui est au moins au grade de maître. C'est vrai que quand je fais les signes, c'est compliqué. Donc celui qui est dans, ou celle qui est dans la salle et qui est franc-maçon n'a pas compris les 2 autres signes. S'il est apprenti, il sait que je suis au moins apprenti, mais que je vais au-delà, parce que j'ai les 2 signes qu'il ne connaît pas. Mais déjà, il a diagnostiqué que je suis franc-maçon. Ensuite, il y a des mots secrets qu'on va inclure dans des phrases. Voilà, je vais vous dire,
Alors, ça ne me vient pas comme ça, mais parce que je suis plus franc-maçon depuis pas mal d'années, donc j'ai un peu oublié quand même. Je veux dire, mais franchement, ce soir, on m'avait dit que vous alliez venir nombreux, mais vous êtes nombreux comme des épis de blé. Chibolette, hein. Voilà. Ben voilà, je vous ai dit que ça, c'est le mot des compagnons, chibolette. Nombreux comme des épis de blé, c'est la traduction de chibolette. Je vais vous dire, par exemple, bon, je ne suis pas très en forme ce soir. Bon, c'est vrai que je suis arrivé tard, hier soir, mais ça ne change pas de mes habitudes. Donc, vous voyez, là, je suis dans le contexte, et même Célia se dit, tiens, où est-ce qu'il veut aller? Parce que ce qu'il dit, c'est vrai. Et ce n'est pas des mots maçonniques, ça. Hein. Mais je vais rajouter un mot maçonnique. Ça ne me change pas d'habitude, parce que, vous savez, moi, j'ai l'habitude de travailler de midi à minuit. Hein. Hier, je suis arrivé à minuit et quart, j'ai un peu dépassé l'horaire. Mais, au moins 2 fois par mois, je travaille de midi à minuit. Ça ne vous parle pas? Mais quelqu'un qui est franc-maçon va dire, tiens, lui, il est franc-maçon. Parce que travailler de midi à minuit, c'est une formule maçonnique. Alors ça, c'est si je suis à l'oral. Et si je suis à côté de mon ami, là, je vais dire, bon, écoutez, je vous ai pas salué tout à l'heure, excusez-moi, voilà, bonjour. non, ça marche pas. C'est ça, il faut faire la même chose. Non, c'est ça. Voilà, là, il est franc-maçon. Tout à l'heure, j'ai vu qu'il n'y était pas. Voilà. Mais je vais vous le faire passer, hein, si vous voulez. Comme ça, vous saurez. Voilà. Là, je lui dis, je suis franc-maçon, et lui me répond. Voilà. Là, c'est un bon franc-maçon. C'est un bon franc-maçon. Voilà. Donc, ça c'est le signe du maître. Alors, les apprentis, les compagnons ne donnent pas ce signe parce qu'ils ne le connaissent pas. Et généralement, ils ne se dévoilent pas. Et on se dévoile à partir du grade de maître. Voilà. Donc, vous voyez, il y a plein de mots, de signes secrets, de manières de se faire reconnaître. Et après, vous me parliez de... C'était d'autres symboles. Ah oui.